C'est maintenant le temps de la chronique en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, comment ça va? Oui, bonjour Amélie, ça va bien, ça va bien. Et toi, comment ça va? Je vais très bien et aujourd'hui, on va parler d'un beau sujet, la passion. Ben oui, effectivement. Écoute, la passion, c'est quelque chose d'intéressant parce que, bon, dernièrement, là, j'avais des choses plates à faire, tu sais, des choses que j'aime pas, puis mon Dieu que c'était difficile. Alors que quand j'aime quelque chose, mon Dieu que c'est plus facile. Parce que la passion, ça sert à ça, hein, de se motiver. Est-ce que toi, tu en as des passions, Amélie? Ben, je te dirais que juste mon métier, c'est ma grande passion, alors c'est facile de me lever chaque matin pour venir travailler. Ah, ben tu vois, c'est ça, ça aide à se bouger. Et tu définirais ça comment, la passion, toi? Parce que tu me dis, j'aime ça mon travail, là. Comment tu définirais ça? Ben, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire le restant de notre vie sans s'ennuyer. C'est une belle définition. Écoute, oui, c'est une belle définition. Tu vois, dans notre société moderne, on parle beaucoup de passion. On admire les gens qui sont passionnés par leur sport, leur travail. On entend souvent dire que pour réussir en affaires, il faut être passionné par notre projet d'entreprise. Les films, les livres là, qui nous touchent le plus racontent souvent l'histoire d'une grande passion amoureuse. Alors, ceux qui ont des passions veulent les vivre. Puis ceux qui en ont pas, ben ils s'en cherchent au moins une pour donner du sens à leur vie ou au moins pour vivre intensément. Mais en même temps, tu vois, ça, c'est notre vision moderne, mais les philosophes, eux autres, il n'y avait pas cette vision-là de la passion, hein. C'est très drôle parce qu'ils ont une vision complètement différente. Entre autres, le mot passion, là, je sais pas si tu le savais, ça vient du mot grec pathos. Ça veut dire souffrance, supplice. Puis c'est celui qui subit, hein, qui est pogné par ça. Et on va dire souvent emporté par la passion, là, tu sais. Alors c'est vraiment très particulier comme définition et c'est souvent associé à quelque chose comme une espèce de volonté passive, là. C'est une impulsion qui nous emporte. Puis au sens moderne, là, on parle même là d'une espèce de une inclination vers un objet qu'on appelle un sujet quelconque. Puis c'est souvent, on parle ça de quelque chose d'affectif, de durable et de violent. Hein? Et on parle aussi d'un déséquilibre psychologique quand on parle de passion. Alors, tu vois, on n'est vraiment pas dans ce que tu me racontais. Et on va tellement loin dans cette définition-là que si, par exemple, quelqu'un va tuer quelqu'un d'autre, ben, en justice, là, si on parle d'un crime passionnel, c'est moins pire. Comme si c'était une meilleure raison. Alors, tu vois qu'on a une très drôle de définition de la passion dans ce cas-ci. Il y a vraiment deux volets à la passion. Hein. D'un côté, ça nous emporte à faire des choses extraordinaires. De l'autre, ça nous emporte, mais on risque de faire des choses horribles. Alors, qu'est-ce que la psychologie, tu penses, a fait avec ça? C'est une bonne question. Tenter peut-être d'arrimer les deux et de trouver un juste milieu, je sais pas. Écoute, comme d'habitude, la psychologie s'en est mêlée, puis on s'est mis à faire de la recherche, évidemment. Parce que c'est vraiment un mécanisme qui est fascinant à observer là, pour les psychologues. Parce que c'est effectivement un grand facteur important de motivation. Et tu sais qu'au Québec, là, on a un chercheur qui est vraiment reconnu sur la passion. C'est Robert Vallerand, qui est un professeur au département de psychologie de l'UQAM. Il étudie le développement de la passion depuis des années. Je soupçonne que c'est une de ses passions. Tu vois, lui, ce qu'il dit, c'est le comportement humain est mu par des processus motivationnels et un des plus puissants, c'est celui de la passion. Autrement dit, la passion, là, c'est une force très puissante pour nous bouger, pour nous motiver. Donc, c'est important de se pencher sur les passions puis comment elles se développent et de les comprendre. Alors, c'est ce que monsieur fait depuis au moins 2003. C'est d'ailleurs lui qui a fait un modèle intéressant. Dont on parlait, mais c'est tellement important qu'on a maintenant au Canada une chaire là très récente, une chaire de recherche depuis avril 2016, la chaire sur les processus de motivation et le fonctionnement optimal en sciences sociales. Autrement dit, là, le gars, il est payé, puis il y a toute une équipe qui va faire des recherches sur la passion. Fantastique. C'est quoi, on va tenter de définir quelles sont justement les passions? Ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on les a déjà définis grâce à M. Vallerand depuis 2003, mais là, on va essayer de voir comment on peut les développer parce qu'on peut voir que c'est positif et comme il y a aussi de passion, parce que c'est ça que M. Vallerand a eu comme génie, c'est qu'il a fait ce qu'on appelle le modèle dichotomique, tu sais, deux positions, et lui a expliqué qu'il y a des passions harmonieuses et des passions obsessives.
Alors, c'est ça la différence et on veut savoir, là, la chaire va s'occuper de savoir comment on développe les passions harmonieuses, comment on peut éviter les passions obsessives parce que ça, c'est pas bon. Alors, on va commencer ensemble, on va commencer par définir c'est quoi une passion. Parce qu'une passion, c'est pas juste ça me tente, je trouve ça le fun, là. C'est vraiment plus qu'un intérêt passager. Il y a 3 caractéristiques pour que quelque chose constitue une passion. Premièrement, elles sont récurrentes, c'est-à-dire ça revient, là. C'est pas comme, je sais pas, moi, à 5 ans, j'ai une passion pour les Legos, j'ai plus jamais retouché à ça, on oublie ça. Moi, depuis que je suis jeune, j'aime encore la danse. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, mais c'est parti. Mais la danse, ça revient encore. Alors ça, c'est récurrent. Ça pourrait être une option. On y consacre en moyenne, écoute, 7 à 8 heures par semaine. Là. Les gens qui sont passionnés par quelque chose, c'est quand même 7 à 8 heures par semaine, c'est quand même beaucoup. Et ça peut être notre travail, évidemment, mais ça peut être aussi un sport, ça peut être quelque chose d'autre, là. C'est quand même beaucoup de temps dans une semaine. Il y a beaucoup d'émissions de télé qui sont pas regardées à ce moment-là. Ah, ouais. Mais en même temps, des fois, c'est plus enrichissant. Moi, ça me fait penser à la lecture qui a une place omniprésente dans ma vie, là. C'est ça. Exactement. Et c'est pour ça que c'est des choix qu'on fait, hein, en termes de temps et d'énergie. Donc, c'est récurrent. C'est 7 à 8 heures par semaine. Et le dernier critère, c'est une passion finit par nous définir d'un point de vue identitaire. Ça devient faire partie de nous et quand on parle, on va pas juste dire j'aime telle chose, mais quasiment c'est comme si ça me définit. Comme par exemple, tu sais, je te disais la danse, ça me définit pas. C'est un très grand intérêt, mais je me vois pas comme une danseuse. Mais la lecture, beaucoup plus. La psychologie, tu t'en doutes, effectivement. Tu sais? Donc, tu vois, c'est vraiment ça. Il faut que quelque part, cette passion-là, elle est ce qu'on appelle intériorisée, hein, du langage de psy. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment partie de qui je suis. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et ce qui fait la différence, parce que je te parlais d'une passion harmonieuse et d'une passion obsessive, une des grosses distinctions, c'est la façon dont cette passion-là, elle a été intériorisée. Et c'est ça qui va faire qu'elle va être harmonieuse ou obsessive. Je t'explique ça en mots très, très simples. Par exemple, lorsqu'une personne décide librement du choix de son activité, il y a pas personne là qui me pousse à faire ça. C'est un goût, ça me pogne. Tu sais, je l'essaye puis j'aime ça. Tu sais. Alors il y a pas de contraintes. Je suis pas obligée de performer. J'aime ça, mais tu sais, il y a rien de l'extérieur qui m'y oblige. Là, il y a des bonnes chances que cette passion-là devienne une passion harmonieuse. Par contre, s'il y a des contraintes reliées à cette activité, des pressions qui viennent de l'entourage ou une espèce de valorisation, tu sais, que je me fais valoriser par mon entourage quand je suis bon, ben là, ça se pourrait que cette passion-là, elle devienne obsessive. Je ne peux plus m'en empêcher. Et je le fais pas juste pour le plaisir de l'activité, mais à cause des contraintes extérieures qui m'apportent quelque chose auquel je peux pas faire face. Et ça me fait penser, Sylvie, un peu aux parents, tu sais, qui poussent leur enfant à réussir dans un sport ou dans un art parce que eux n'ont pas réussi quand ils étaient jeunes, puis ils poussent l'enfant à réussir là-dedans, puis l'enfant n'a pas tant de plaisir que ça, là. C'est exactement ça. Ça se pourrait que l'enfant l'intègre puis finisse par faire développer premièrement, il peut avoir des habiletés, donc il peut devenir même bon, mais c'est pas lui qui l'a choisi. Puis il peut pas sortir de là parce qu'il va décevoir ou tu sais. Alors ça, c'est pas une passion qui est harmonieuse, ça. Et ça risque pas de faire des choses très, très bonnes à plus ou moins long terme. Et tu vois, en fait, c'est vraiment important que les passions elles soient harmonieuses et non pas obsessives. Les 5% des gens qui sont les plus heureux, souvent, en plus de ça, ils ont plus qu'une passion et c'est harmonieux. Parce que tu imagines, là, si tu en as une qui est obsessive et que tu penses que ça, tu peux pas en avoir plusieurs. Mais les gens qui sont les 5% les plus heureux ont 2-3 passions. Comme toi, tu as la lecture et ton travail. Et on présume que le fait que tu lises t'empêchera pas d'aller travailler et le fait d'aller travailler t'empêchera pas de lire. Mais non, puis j'ai même uni mes 2 passions avec mon émission littéraire, en fait, l'animation et la littérature, en fait. Entre autres. Alors, non, ça, c'est parce que toi, t'es particulièrement intelligente. Particulièrement heureuse, peut-être. Mais en fait, c'est ça. Alors, c'est important de se rendre compte parce que, tu sais, les passions, là, ça nous permet de croître, hein, de grandir, de se développer, de se dépasser. Mais en même temps, si on s'y investit trop, le dépassement de soi, là, il compte plus, là. Ça devient vraiment
Ça devient vraiment comme l'activité en soi, c'est comme si l'activité nous mangeait. Alors, faut pas que ça reste ça. Faut que la passion, elle continue de nous faire grandir et qu'elle nous avale pas. Entre autres, une passion harmonieuse, par exemple, pour un travail, ben ça va favoriser une adaptation saine, tu sais, la satisfaction de tes besoins au travail, évidemment, des besoins de compétences, des besoins d'autonomie, puis tout ça, puis de valorisation, puis de socialisation. Mais il reste que normalement, quand on a une passion saine, harmonieuse, on est quand même capable de contrôler notre désir de faire l'activité et pour être capable de faire autre chose, même si on est très investi. Entre autres, tu es capable de lâcher pour lire, tu es probablement capable de temps en temps de lâcher pour te faire à manger. On présume que tu prends ta douche régulièrement. Alors que quand c'est obsessif, des fois, les gens sont avalés, là, carrément avalés par l'activité, puis ils veulent pas lâcher ça, ou ils y pensent tout le temps, tu sais. Robert Vallerand a beaucoup étudié, entre autres, différentes populations, dont les danseurs de ballet, tu sais. Puis il me disait, ceux qui dansent, qui pratiquent le ballet pour le plaisir, là, une belle passion harmonieuse, ben ils vont être capables d'arrêter après une blessure, le temps de bien guérir, tandis que ceux qui sont obsédés, là, c'est vraiment une passion obsessive, ben ils veulent pas prendre la pause nécessaire. Ils se dépêchent de guérir, si on peut dire, mais en fait, ils risquent de développer des blessures chroniques, là, et ils risquent d'être obligés d'arrêter pour de bon. Alors, c'est pas parce que tu arrêtes le moins longtemps possible que c'est nécessairement la meilleure idée au monde, là, tu sais. Sylvie, comment une passion peut devenir obsessive? Ben, écoute, en fait, ce qui arrive, là, c'est que, je te dirais, ça se développe beaucoup au niveau de l'enfance, OK? Puis, Robert Vallerand dit toujours aux parents, inquiétez-vous pas, là, laissez, ça va bien se faire et vous allez être capable d'aider vos enfants. Puis lui, il dit que ce qu'il faut faire, c'est que quand, à l'enfance, l'adolescence, là, les enfants, ils cherchent un peu qui ils sont, puis ils savent pas trop ce qu'ils aiment encore. Mm-hmm. Alors, lui, il dit, imposez pas des activités à vos enfants parce que là, vous risquez les enfants risquent de ressentir une trop grande pression puis de mal l'intérioriser. Au contraire, c'est peut-être de leur offrir ce que lui appelle l'approche cafétéria. Offrez-leur un choix d'activités, demandez-leur d'essayer des choses, de continuer jusqu'au bout, puis si ça convient, c'est super, puis si ça convient pas, ben on lâche puis on fait autre chose. Alors comme ça amène l'enfant à essayer différentes choses et à choisir et ne pas imposer, même si parfois c'est difficile. Comment ça que mon enfant n'aime pas le hockey? Comment ça que mon enfant n'aime pas la lecture? Comment ça que, ben parce que, tu sais, c'est simple de même, parce que ton enfant n'est pas toi. Alors offre-lui différentes choses, demande-lui de s'investir, regarde ce que ça donne, puis laisse ton enfant choisir. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont pas de passion ou tout le monde a une passion? Écoute, il semblerait qu'il y a effectivement des gens qui n'ont pas de passion. Vallerand et son équipe, ils estiment ça à peu près 15 à 20% des gens. C'est quand même beaucoup. Qui n'ont pas une vraie passion. Lui, dans une entrevue intéressante là, à Radio-Canada, disait que ça semblait surprenant, puis il va essayer de voir pourquoi ces gens-là n'ont pas de passion. Et alors, ils veulent essayer de comprendre ça. C'est justement là-dessus qu'ils vont travailler parce que les passions commencent à les comprendre, mais c'est les absences de passion qui comprennent pas. En même temps qu'en ce moment, il y a une espèce de pression sociale qui dit que tu dois être passionné, tu sais. Alors, ils vont étudier ça, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis, M. Vallerand, dans son entrevue, c'était cute comment il terminait son entrevue. Il disait, on peut être passionné et ne pas réussir, être très bon dans quelque chose. Mais on ne peut pas réussir sans passion. C'est très beau, je confirme. Alors, c'est là-dessus, c'était le mot de la fin. Et j'inviterais, tu sais, je donne toujours des petits défis, j'inviterais les gens à se questionner, est-ce qu'ils ont une passion? Peut-être même plusieurs. Alors, peut-être, ou est-ce qu'ils ont envie d'avoir une passion? Ça peut être quelque chose à se questionner cette semaine. Bien, merci beaucoup, Sylvie. On se reparle dans 2 semaines. Parfait, au revoir.